Voyage en récit. Sidonio Ferreira, commissaire aux comptes à Paris. Et Geoffroy Scrive. Sidonio Ferreira, dans cette émission, aujourd'hui, nous allons consacrer une petite demi-heure à parler de votre métier que nous allons découvrir, puisque commissaire aux comptes, c'est un métier dont tout le monde a pu entendre parler, mais je pense que c'est aussi un métier qui fait peur. Il y a comptable, il y a expert comptable, il y a commissaire aux comptes, et en général, quand on a affaire au commissaire aux comptes, on sait qu'on va être un petit peu scruté sous toutes les lignes. Ce sont tous les comptes de l'entreprise qui peuvent être auscultés, consultés, examinés à la loupe. Alors, allons peut-être un peu plus loin avec vous, Sidonio, pour déterminer en quoi consiste le métier et quels sont ses contours. Tout d'abord, j'ai compris par quelques recherches, déjà, il faut dire que c'est une profession qui est libérale, et ensuite, vous contrôlez légalement la régularité et la sincérité des comptes annuels d'une entreprise. Alors, qu'est-ce que cela recouvre pour vous aujourd'hui ? Alors oui, tout à fait, c'est une mission d'ordre légal, ça veut dire qu'elle est réglementaire, elle est obligatoire de par la loi. Donc pour certains types de sociétés en fonction de seuil, c'est-à-dire il faut qu'elles fassent un certain niveau de chiffre d'affaires ou d'avoir un certain niveau de total au niveau de leur bilan. Et notre métier est donc de vérifier les comptes, d'émettre une opinion sur ces derniers, c'est-à-dire de dire qu'ils sont réguliers et sincères. C'est-à-dire que le résultat de la société est bien le reflet de son activité en termes des flux opérationnels et que son patrimoine il est aussi sincère, c'est-à-dire ses actifs, sa trésorerie, qu'il n'y a pas d'irrégularité. Son parc immobilier aussi ? Oui, tout. Donc c'est une obligation légale. C'est une profession libérale, oui, tout à fait. On l'exerce souvent en cabinet, c'est-à-dire avec d'autres associés. C'est comme un commissaire-priseur, quoi. Oui, c'est en cabinet, en études. On peut être tout seul, mais c'est un peu plus. On va dire que les cabinets dans le marché font plutôt il y a 4 gros cabinets qui sont de très grande taille, qu'on appelle les Big Four dans le métier, qui sont internationaux en fait, puisque quand une société est implémentée en France, elle peut avoir des filiales à l'étranger, et donc généralement c'est le même commissaire aux comptes qui intervient partout dans le monde où se situe cette entreprise. Puisqu'on doit aussi valider des comptes dits consolidés, c'est-à-dire quand un groupe est en France et a des filiales à l'étranger, c'est l'ensemble des comptes qu'on valide, donc l'addition de toutes les entités, de toutes les filiales, et généralement le commissaire aux comptes, à ce moment-là, le cabinet fait appel à ses partenaires à l'étranger qui sont d'une même structure. Donc le marché est plutôt concentré, on va dire, autour de grosses structures, et il y a aussi des cabinets intermédiaires, et des personnes qui exercent toutes seules le métier. Elles sont un peu, c'est-à-dire libérales, mais toutes seules dans leur cabinet. Mais c'est un peu plus rare, puisqu'il faut quand même, étant donné que la société a une certaine taille, c'est un métier d'équipe. On peut pas intervenir tout seul. Vous, par exemple, vous êtes, je crois, chez BMA. Combien de commissaires y a-t-il ? Combien d'associés avez-vous chez BMA ? Alors, on est 280 en tout, et sur la partie de salariés, hein, et en termes d'associés dans la partie audit, je pourrais pas vous dire le chiffre exact, mais je pense qu'on est au moins une dizaine dans ce cabinet, par exemple. Ça paraît énorme. C'est une grosse structure ou y a-t-il beaucoup plus gros ? Non, c'est un cabinet intermédiaire, il y a beaucoup plus gros, les 4 gros cabinets qui sont Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers et Deloitte, donc vraiment, ils ont peut-être au moins, je sais pas, entre 2000 et 3000 salariés, je pense, en France. Dans le monde. Mais pas tous commissaires aux comptes. Non, pas tous. Il n'y a pas que dans ces structures-là, on va dire 10% des effectifs sont des commissaires aux comptes, et ensuite ils ont des auditeurs qui exercent le métier de commissariat sans être commissaire aux comptes. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas émettre l'opinion. Le commissaire aux comptes est celui qui signe les comptes, celui qui peut apposer son opinion et donc et engager sa responsabilité. Mais pour pouvoir le faire, il doit bien sûr s'entourer. Il peut pas le faire tout seul. J'ai vu que vous engagiez votre responsabilité pénale. Alors y a-t-il des cas qui peuvent être difficiles que vous avez peut-être eu à gérer ? Et question subsidiaire, mais y a-t-il beaucoup de commissaires aux comptes en prison aujourd'hui ? Alors, des commissaires aux comptes en prison, heureusement, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. J'en ai pas connaissance, mais peut-être. Mais effectivement, on a une responsabilité pénale puisque on doit révéler au procureur de la République les délits dont on a connaissance pendant notre intervention. Donc, si jamais au cours de notre intervention, on s'aperçoit d'un délit, un détournement de fonds, eh bien, on doit en avertir le procureur de la République. On a aussi un devoir de procédure d'alerte, c'est-à-dire que quand une société ne va pas bien, quand elle a des difficultés de trésorerie qui peuvent l'amener à la cessation des paiements, on est dans l'obligation de déjà, premièrement, d'alerter l'entité, c'est-à-dire le dirigeant, de lui dire quels sont vis-à-vis de nous du risque qu'on perçoit
qu'est-ce que vous allez mettre en place, comment vous pouvez nous rassurer sur les actions que vous allez mener. Donc et ensuite il y a différentes phases dans cette procédure d'alerte. Le dirigeant nous répond, soit sa réponse nous convient, soit ne nous convient pas, et on poursuit ainsi la procédure. Et si jamais il ne répond pas, ou si les réponses qu'il nous apporte ne nous paraissent pas adéquates, à ce moment-là on a un devoir d'alerte, donc de reporter au procureur de la République nos doutes. Depuis combien de temps exercez-vous le métier de commissaire aux comptes? Depuis quand avez-vous eu le diplôme? Alors diplôme récemment, en 2022, je suis inscrit, mais on va dire que ça fait depuis que j'ai 23 ans, donc j'en ai avoir 40, ça fait 17 ans que j'exerce le métier d'auditeur. Ensuite, évidemment, il faut pas mal d'expérience, et puis pour pouvoir émettre une opinion, il faut avoir surtout, comme c'est un métier de jugement en fait, une opinion, on n'est jamais sûr à 100%. Quand on signe des comptes, on va pas dire que tout est juste. Non. On est obligé d'émettre un jugement, c'est-à-dire d'avoir quelque part un sentiment de maîtriser l'ensemble, de se dire oui, globalement je comprends les comptes, je suis capable de raconter une histoire, de dire ce qui s'est, à travers les chiffres, de raconter ce qui s'est passé pendant l'année et d'émettre mon opinion ou pas. À ce moment, on peut aussi ne pas être en mesure de l'émettre et de mettre ce qu'on appelle une réserve. Une réserve, c'est quand on dit que tout est bon sauf cette partie-là. Une réserve, c'est spécifique à un élément du bilan ou du compte de résultat. Par exemple, je mets une réserve sur les stocks, j'estime que les stocks ne sont pas bons, ce qui veut dire que tout le reste on est ok, mais pas sur cette partie-là. Ou alors on refuse de certifier. Refuser de certifier, ça veut dire que dans l'ensemble des comptes, on pense qu'ils ne reflètent pas la réalité. Donc vous faites parler les chiffres quelque part. Oui, tout à fait. Mais j'imagine que vous ne pouvez pas vous arrêter seulement aux chiffres, vous allez sur place, vous allez voir à la fois les gens, les stocks, puisque vous parlez de stocks, les locaux. En fait, vous faites une idée, quoi, un avis. Oui, mais c'est un métier qui est extrêmement complet et vous avez raison, il se réduit surtout pas aux chiffres et les chiffres ne sont qu'une partie, on va dire, du métier. Mais en fait, pour comprendre une société, il faut comprendre ses procédures, c'est-à-dire comment elle achète, comment elle vend concrètement. Donc ça demande à rencontrer pas mal de personnes, pas que les dirigeants, on rencontre beaucoup de personnes dans ce métier. C'est là où il est très enrichissant, c'est que il y a une diversité d'interlocuteurs qui est extraordinaire et on le fait pas aussi tout seul, on le fait en équipe puisque ça demande de voir beaucoup de personnes. Donc s'intéresser aux procédures, s'intéresser à la réglementation de la société. Est-ce qu'elle est elle-même soumise à des contraintes réglementaires qui feraient que si elle ne les respecte pas, eh bien il pourra avoir un risque pour la société, donc pour ses comptes aussi. Donc un aspect réglementaire, un aspect aussi d'ordre juridique, quelles sont l'égalité des actionnaires. Dans une société, il peut y avoir plusieurs actionnaires et le commissaire aux comptes doit préserver cette égalité-là. Il doit être garant qu'il n'y a pas d'éléments qui remettent en cause cette égalité face à l'accès à l'information et puis face au prix des actions en cas de transaction entre actionnaires, par exemple. Donc il y a un volet aussi d'ordre juridique, un volet aussi de plus en plus environnemental, c'est-à-dire qu'en fait le métier se transforme beaucoup dans le temps. À l'avenir, il va y avoir des réglementations européennes qui vont demander aussi à ce que les sociétés publient en quoi la stratégie de leur société elle est en adéquation avec le développement durable à travers des indicateurs. Et donc ça, on va être amené aussi à devoir le vérifier, par exemple. Donc et aussi un dernier volet qui est informatique. Aujourd'hui, les flux sont très informatisés, comme dans toute société, les grosses sociétés, voire même les plus petites. Tout passe par des systèmes d'information. Il y a de moins en moins de transactions manuelles. On voit de moins en moins de papier. Toutes les personnes qui travaillent, qui vous écoutent et qui sont dans la société, le savent très bien que les procédures manuelles sont de plus en plus ont tendance à diminuer. Et donc il y a des transactions par des flux informatiques. Et on fait aussi appel à des collègues spécialisés en informatique qui viennent nous aider pour s'assurer que les transactions se passent bien, que les données elles ne sont pas altérées à un certain moment. Donc on fait aussi appel à divers experts dans notre métier qui puissent nous appuyer pour qu'on puisse émettre nos opinions. Quand vous arrivez au sein d'une entreprise que vous contrôlez, oui. Beaucoup de choses peuvent se passer au moment où vous arrivez, c'est-à-dire l'échange de regards, la poignée de main avec la personne qui vous accueille. Est-ce que dès ces moments-là, vous sentez une ambiance détendue, suspicieuse, presque de peur, ou alors au contraire vous sentez que ça va bien se passer? Alors j'aime beaucoup cette question parce qu'en fait, durant le Covid, nous a obligés à travailler à distance, c'est-à-dire ne plus aller au contact dans la société, ne plus avoir ce regard, se serrer la main, sentir les choses, aussi la communication informelle qui ne passe pas que par des mots ou de la transmission de documents. Et tout ça, oui, il y a beaucoup de confiance qui doit s'établir avec les personnes. Ça se joue dans le temps. Au début, il peut y avoir une méfiance qui est à la fois de mon côté et puis de l'autre côté aussi, puisque c'est un métier qui repose beaucoup sur la communication. Et donc, c'est beaucoup plus simple dans notre métier quand une personne dit bon là-dessus. Cette transaction, je l'ai enregistrée de telle manière, je l'ai retranscrit de telle manière comptable, même si je sais que c'est pas tout à fait dans les règles de l'art,
Ça va beaucoup plus vite pour essayer de trouver des maîtres aussi, de rechercher dans les documentations s'il n'y a pas moyen de trouver l'élément qui permet de comptabiliser de la bonne façon, de retranscrire de la meilleure manière, de comprendre aussi les enjeux de l'entité, parce que quand une société, notamment cotée en bourse, elles annoncent des résultats futurs, et si elles ne les atteignent pas, ça peut faire dévisser un cours de bourse. Donc donc il faut comprendre aussi quels sont les enjeux de la société. Il y a un enjeu fiscal aussi. Tout à fait, puisque évidemment, le résultat c'est la base de l'impôt, et donc évidemment, si une société, on doit valider le résultat, et puis derrière ça a une incidence sur le calcul de l'impôt, et donc beaucoup plus large. Mais pour revenir sur le premier sujet, effectivement, il y a beaucoup de dans ce jeu de quand on va voir des dirigeants, etc. L'aspect humain est très important, de sentir les choses, et d'interroger aussi plusieurs personnes pour savoir à peu près s'il y a de la cohérence entre les discours de différentes personnes ou pas, et puis aussi à travers les réactions, de sentir si à un moment donné il y a un élément où la personne en face de nous elle a un doute, ou elle exprime physiquement des choses où elle est pas très à l'aise, et donc il faut savoir la mettre en confiance pour qu'elle puisse soit nous donner le bon document, ou soit nous dire là où elle est, qu'est-ce qui génère son doute chez elle. La crise du Covid, justement, dont vous parliez, a-t-elle simplifié parfois certains livres de comptes, ou au contraire vous a-t-il rendu la tâche complexe de comprendre comment l'entreprise s'est débrouillée pendant cette période-là, quand est-ce qu'elle s'est arrêtée, quand est-ce qu'elle a repris, et peut-être par grumeaux, c'est-à-dire pas peut-être tout d'un coup. Est-ce qu'on voit aujourd'hui les effets de cette crise, de ces confinements, sur les comptabilités des entreprises que vous auditionnez, que vous consultez? Alors globalement, je dirais que les sociétés, elles se sont plutôt bien adaptées. J'ai pas vu de grandes en fait l'information financière, elle s'est pas vraiment altérée, elle s'est pas dégradée du fait du Covid. D'accord. Il y a eu des problèmes au niveau beaucoup du timing, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de décalage. Il y a une obligation en fait normalement d'arrêter ses comptes dans un certain laps de temps, qui sont généralement dans les 6 mois. On doit avoir les déclarations fiscales se font en mai, et le dépôt des comptes se fait généralement 6 mois après le 31 décembre, quand une société clôture ses comptes au 31 décembre, ce qui est la majorité, donc en juin. Et post-Covid, il y a eu beaucoup de périodes de démission où des personnes, il y a eu une forte, en France, beaucoup de démissions dans tous les secteurs d'activité, ce qui fait qu'il y a eu des pénuries, on va dire, et surtout dans la profession comptable aussi elle également. Et donc il y a eu des difficultés pour les sociétés de respecter les délais là-dessus, et il y a eu beaucoup de décalage en termes d'assemblée générale qui ont pas pu se tenir dans les temps. Ça s'est beaucoup vu. Et c'est plutôt ça l'incidence. Mais en termes on va dire, les sociétés se sont plutôt adaptées comme elles sont très informatisées, le travail à distance est très souvent possible. Pour celles pour lesquelles ça l'était pas, les personnes pouvaient aller dans les sociétés. Donc ça a pas trop joué sur l'altération de la qualité de l'information financière, mais je trouve que ça a joué sur du décalage en termes de temps. Et est-ce que votre métier vous porte ou vous demande d'apporter des conseils à ces entreprises-là pour se développer, ou développer une stratégie, que ce soit financière ou économique, ou pour gagner des marchés? Alors en fait, le profession de commissaire aux comptes, il y a aussi un code de déontologie qu'on doit respecter, et dedans il y a une grande notion du commissaire aux comptes, c'est qu'il est indépendant. Indépendant, ça veut dire on ne peut pas être lié à la direction par un lien familial, économique. Familial, c'est sûr que si le dirigeant est mon cousin ou mon frère, je pourrais pas l'auditer, puisque je pourrais pas être totalement indépendant, puisque par ailleurs... pas être jugé parti. Exactement. Et en fait, on ne peut pas non plus produire des éléments qu'on va contrôler. Je ne peux pas aider à produire de l'information comptable, à vraiment passer des écritures comptables, par exemple, et à la fois la contrôler. Donc cette indépendance, en fait, dans la notion de conseil, c'est pour ça que quand on dit qu'un commissaire aux comptes fait du conseil, c'est toujours un peu dangereux d'un point de vue externe, mais vous avez raison. On peut bien sûr donner aux sociétés, notamment dans leurs procédures, des recommandations d'amélioration. On les suit beaucoup dans le temps, et donc évidemment que le commissaire aux comptes est aussi un accompagnateur des sociétés. Il est garant de l'information financière, et il est aussi une personne qui peut aider les sociétés à s'améliorer, à se développer, à leur dire quels sont les risques. Attention, si vous allez dans la mauvaise direction, si vous ne vous structurez pas dans ce domaine-là, vous risquez d'avoir peut-être après un problème que vous ne mesurez pas aujourd'hui, mais que nous, à notre sens, est important. Où vous avez dû si c'est possible de le dire, vous rendu plusieurs fois à l'étranger, par exemple, parce qu'on imagine que si vous contrôlez une entreprise en France, elle peut très bien avoir des succursales à l'étranger, et vous avez la liberté, il me semble, de dire,
moi, j'ai envie d'aller à votre siège, j'ai envie d'aller voir votre implantation là. Oui, quand une entité a des filiales à l'étranger, effectivement, il faut qu'on ait et donc elle va agréger l'ensemble des comptes à la fois de son siège puis de toutes les filiales qu'elle a partout dans le monde pour en faire des comptes qu'on dit consolidés sur lesquels on doit émettre une opinion. Donc on n'émet pas une opinion que sur les comptes de la société française, mais sur l'ensemble des comptes de son entité plus de ses filiales qui sont à l'étranger. Dans ce cadre-là, on doit avoir une opinion des comptes dits locaux, puisque il nous faut bien, comme c'est une agrégation de comptes, il nous faut bien avoir une opinion sur ces comptes-là. Et donc nous, effectivement, au cabinet, ce qu'on fait, c'est qu'on se déplace. C'est pas la méthode employée par tous les cabinets. Certains ont des cabinets partenaires qui leur émettent leur opinion et ensuite ils s'en servent pour émettre leur propre opinion. Et nous, en fait, on trouve des cabinets partenaires et en plus on se déplace, ce qui nous permet de bien comprendre avec un cabinet partenaire, mais ce qui nous permet auprès de la direction d'être plus fluide en termes de communication, d'être capable de leur dire oui, on a vraiment vu par nos propres yeux comment ça fonctionne, et on est beaucoup plus aussi proche de la connaissance de comment fonctionne la filiale, de ses différences avec le groupe, est-ce qu'il y a des grandes différences en termes d'organisation ou pas, et ça nous permet en fait d'avoir une meilleure compréhension des comptes locaux et de remonter l'information aussi auprès du groupe. Alors pour le béotien que je suis, mettons que vous allez contrôler les comptes d'une entreprise, les comptes généraux, comment pouvez-vous vous assurer que la petite ligne écrite ici atteste vraiment de la dépense qui a été effectuée, par exemple, 6 mois avant? Si l'entreprise dit « j'ai déboursé tant de milliers d'euros pour acheter cet équipement », comment pouvez-vous être sûr que cette information soit vraie et qu'elle n'ait pas truqué le chiffre, justement, pour s'arranger sur une autre ligne des mois après? Alors on se repose. Vous pouvez pas tout contrôler. Non, c'est pour ça qu'on se repose beaucoup sur les processus, c'est-à-dire sur le contrôle interne de l'entité qu'elle-même, on cherche à savoir comment elle-même se contrôle sur ses flux. C'est-à-dire que quand elle achète quelque chose, comment elle contrôle la marchandise qui arrive, est-ce qu'il y a eu une commande, qui avait passé la commande, qui l'a vérifié, la marchandise qui a été réceptionnée, que c'était bien la même chose que ce que la personne avait commandé, et quels sont les contrôles qu'elle met en place sur ces flux-là. Comment c'est retranscrit comptablement, qui contrôle l'écriture comptable, qu'elle est bien en adéquation avec la facture reçue. Donc on identifie les contrôles et ensuite on s'appuie dessus, c'est-à-dire qu'on teste des contrôles faits par l'entité. Donc pour les grosses entités, on peut pas tout vérifier, et donc on s'appuie nous-mêmes sur le contrôle interne de l'entité. Si une société n'est pas bien organisée ou ne se contrôle pas elle-même, eh bien évidemment que ça devient la société est beaucoup plus risquée pour la retranscription de ces flux, et c'est beaucoup plus compliqué pour nous. C'est à ce moment-là qu'on émet des recommandations. On aide la société à se structurer en disant mettez des contrôles clés sur les risques que on estime les plus importants. Avez-vous déjà eu des recommandations à formuler et peut-être même des délits à rapporter au procureur? Alors des recommandations, c'est ultra courant, c'est quasiment tout le temps, c'est normal, courante. C'est notre métier, mais c'est là où c'est intéressant, avec notre vision externe, surtout là où le métier est intéressant et où j'incite les plus jeunes à venir le faire, c'est que c'est un métier déjà très complet, et puis c'est un métier, le commissaire aux comptes est un spécialiste du risque en fait, c'est-à-dire qu'on doit réfléchir beaucoup à quels sont les risques pour une entité. Par exemple, si c'est un boulanger, quel est le risque du boulanger? Qu'est-ce qui lui fait peur le matin quand il va faire son métier? Est-ce que c'est le prix de la farine? Est-ce que c'est d'avoir des salariés compétents? Est-ce que c'est un problème de qualité de la farine, je veux dire, puisque si jamais il y a des problèmes sanitaires, si son pain est mauvais, eh bien ça peut lui engager un risque. Qu'est-ce qui lui fait peur tous les matins? Nous, comment on peut retranscrire ce risque d'un point de vue comptable dans des flux, et donc vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'il a mis en place comme contrôle justement pour diminuer ce type de risque? Et j'ai oublié votre première question, excusez-moi. Y avait-il eu des... est-ce que j'ai rapporté des délits? Oui. Je réfléchis. Alors c'est vrai qu'on est soumis aussi au secret professionnel, donc évidemment je rentrerai pas dans des détails, mais on a deux obligations, donc une obligation de révéler au procureur de la République, et aussi de reporter à Tracfin. Tracfin, ce sont aussi les avocats, il n'y a pas que les commissaires aux comptes qui peuvent rapporter à Tracfin, qui est une institution de l'État, notamment sur le trafic de blanchiment d'argent ou de suspicion de blanchiment d'argent, sur lequel on rapporte. Donc ça m'est déjà arrivé dans le cadre de mes 17 années d'avoir déjà eu à faire une révélation, ou en tout cas d'avoir participé à ça, il n'y a qu'une seule personne dans l'entité qui est amenée à faire ce type de rapport. Ce report, c'est même pas forcément enfin, ça peut être le commissaire aux comptes signataire, mais aussi une autre personne du cabinet qui est dédiée à ce type de choses, puisque c'est même en secret professionnel intérieur même du cabinet,
personne ne peut le savoir à part celui Qui l'a fait? le signataire de son dossier. Donc, mais ensuite révélation au procureur de la République, ça m'est jamais arrivé encore. Mais évidemment, j'ai des collègues qui ont déjà fait, mais je ne pense pas avoir déjà fait une révélation au procureur, j'en ai pas souvenir. D'accord. Heureusement, les délits, c'est quand même, il faut pas avoir une suspicion de penser, les personnes sont quand même assez sérieuses et honnêtes, hein, heureusement. C'est vrai que des fois, on vit beaucoup dans la suspicion de dire tous les comptes sont faux, toutes les choses sont maquillées. En fait, il faut se rendre compte que, heureusement, je suis rassuré tous les jours de voir autant de personnes sérieuses, autant de personnes honnêtes, et qu'en fait, les délits, heureusement, c'est quand même pas la monnaie courante. Et surtout, d'ailleurs, quand on s'aperçoit d'un délit, il n'y a délit qu'à partir du moment, si une personne corrige son délit, il n'y a plus de délit. Donc le délit, c'est aussi des comptes qui sont faux, et quand une personne corrige ses comptes, il n'y a pas de... Enfin, le délit a une notion volontaire, hein, c'est quand même rare aussi. Oui. Voilà. Vous parlez de blanchiment d'argent, ce qui est quand même volontaire. Puisque vous vous rendez dans les entreprises, vous êtes aussi au contact des dirigeants, mais vous pouvez aussi voir les employés. Oui. Ceux qui travaillent sur les chaînes, les comptables, il y a les juristes, il y a les producteurs, enfin, il y a toutes sortes de métiers, toutes sortes de catégories professionnelles. Vous arrive-t-il, en plus que de voir les comptes, d'observer, parce qu'on en parle souvent dans l'actualité, une forme de souffrance au travail? Est-ce que ça se révèle quand on visite une entreprise comme vous le faites? Est-ce que ça se révèle Est-ce que vous pouvez le sentir? C'est une bonne question. Je dirais quelque part un peu oui, parce que ce que j'aime bien aussi dans notre métier, c'est qu'on est amené à voir pas mal de personnes, et qu'on est des personnes, en fait, qu'on va interroger quelqu'un, on valorise son travail. Et c'est fou de voir comment les personnes aiment parler de ce qu'elles font, en fait. Et si elles aiment autant en parler, et si des fois elles ont du plaisir à le faire, c'est parce que des fois, tout simplement, on les valorise pas assez dans ce qu'elles font dans leur quotidien. Quand on va rencontrer quelqu'un, justement, quand on est amené à comprendre les processus, donc de A à Z, comment on achète, comment on vend, on va voir aussi la personne qui réceptionne la marchandise. Ça peut être des préparateurs de commandes. Et racontez-nous qu'est-ce que vous faites concrètement. Comment vous rentrez la donnée dans votre système, quel contrôle. Et donc les personnes ont du plaisir, en fait, à raconter ce qu'elles font. Et indirectement, ça les valorise, on les valorise. Et si des fois je pense qu'elles pourraient être amenées à avoir plus de reconnaissance. Beaucoup de personnes, elles cherchent dans leur métier, dans leur travail, de la reconnaissance, et pas un simple salarié, quelqu'un qui n'est et ça les intéresse aussi de savoir qu'elles ont un rôle important dans le maillage, que dans toute la chaîne, eh bien, lorsqu'elles font est important, et que ça amène à de la fiabilité à la fin des comptes. Y a-t-il une hiérarchie au sein des cabinets de commissaires aux comptes? Parce que je crois que vous prêtez serment. Si vous avez prêté serment en 2022, vous êtes peut-être qualifié un peu de bébé ou de junior commissaire aux comptes. Y a-t-il une hiérarchie dans les cabinets? Alors, dans les cabinets, oui, généralement, dans les grosses structures comme dans les très grosses structures, et même dans une structure comme l'autre, une hiérarchie entre guillemets, parce qu'on essaie de pas être un cabinet hiérarchique, c'est-à-dire que les personnes plus jeunes qui travaillent avec moi, c'est important, nous, qu'elles s'entrelivrent, de venir nous poser des questions, ou de travailler avec elles pour qu'on puisse les former et les faire comme progresser. Vous envers vos aînés. Exactement. Mais d'autres cabinets sont beaucoup plus hiérarchiques, donc c'est plus difficile d'avoir accès aux commissaires aux comptes signataires. Et ça se fonde sur quoi? Sur l'ancienneté, l'expérience? Oui. Ou il y a d'autres critères? Donc en fait, quand on rentre, une personne débute le métier, elle est ce qu'on appelle junior, donc elle va découvrir l'ensemble ce qu'on appelle des cycles. Les cycles, c'est les stocks, les chiffres d'affaires. C'est découpé en fait par zone de contrôle, en fonction des états financiers. Donc le but du jeu, c'est qu'elle commence à comprendre tous les cycles d'une société, qu'elle tous les faire, puisque chaque cycle a un risque spécifique. Ensuite, elle va passer ce qu'on appelle senior. Elle va pouvoir encadrer des plus jeunes. Ensuite, elle devient manager, donc elle a de plus en plus de dossiers, elle encadre de plus en plus de dossiers, et puis ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle a suffisamment de connaissances pour pouvoir ensuite émettre une opinion de si elle passe le diplôme aussi, si les personnes veulent poursuivre et qu'elle devient le diplôme, elles peuvent ensuite s'associer avec les ensembles dans un cabinet. Il faut aussi, pour s'associer, il faut avoir la confiance de ses pairs, puisque c'est un métier dans lequel on va mettre une opinion, mais si jamais on met en risque l'entité, si jamais on signe des comptes qui sont faux, on met en danger aussi nos confrères. Oui. Donc ça repose beaucoup sur une confiance avec ses confrères. Et donc pour répondre à votre question, en fait, il faut avoir beaucoup d'humilité dans ce métier. On ne sait pas tout, et donc je suis très content d'avoir des personnes plus expérimentées qui puissent me répondre à toutes mes questions en termes d'expertise technique sur des sujets
purement techniques et à la fois sur des sujets d'appréhension de comment faire si un dirigeant ne répond pas, comment vous aviez fait à votre époque si vous avez rencontré ce type de cas de figure, comment vous avez fait pour pouvoir vous en sortir. Et donc il y a beaucoup d'échanges avec les confrères qui ont beaucoup plus d'expérience, puisque moi je suis jeune commissaire aux comptes. Et puis aussi, on a un accompagnement au cabinet, puisque je ne signe pas les comptes dits les plus risqués ou les plus compliqués au début, puisque ça demande de l'expérience aussi. Donc on commence aussi en co-signataire, c'est-à-dire que je signe avec un confrère. On signe à 2 pour débuter, puis après on peut signer tout seul, et après avoir des entités, on va dire, les plus risquées avec un peu plus de temps. Voilà. Parce qu'en général, le commissaire aux comptes inspecte tout seul l'entreprise. Vous ne débarquez pas à 5 ou 6. Alors, si on peut débarquer. Alors, pas à 5 ou 6 commissaires aux comptes, mais à 5 ou 6 en termes d'équipe, je parle. Oui. Oui, on peut même plus, hein. Ça dépend de la taille de la société. D'accord. Mais on vient en équipe. On est toujours structuré par des équipes qui vont être de taille 5 ou 6. C'est tout à fait possible. Oui. Pour des entités d'une taille assez importante, on peut débarquer, comme vous l'avez dit, à 5 ou à 6 pour venir contrôler l'entité sur un laps de temps qui peut être plus ou moins long, hein. Ça peut durer 3 semaines, comme ça peut durer 1 semaine. Ça dépend vraiment de la taille des sociétés. Et combien d'années suivez-vous la même entreprise ? J'imagine que vous n'allez pas changer tous les matins d'entreprise que vous contrôlez. Est-ce que vous la suivez dans le temps ? Alors oui, l'obligation légale, en fait, en France, quand on est commissaire aux comptes, on a un mandat de 6 ans. Donc pendant 6 ans... Tous les ans ? 6 ans, c'est-à-dire qu'on est nommé pour 6 années. Et à la fin des 6 années, le mandat repart en jeu. Mais on a au moins 6 ans pour accompagner la société dans son contrôle. Et chaque année de ces 6 années, vous la contrôlez ? Oui. Vous suivez Tout à fait. Pendant 6 ans, donc chaque année, il faut la contrôler. Et ensuite, pour les sociétés dites cotées, il y a une obligation en fait de rotation du commissaire aux comptes signataire, c'est-à-dire que le cabinet peut garder le mandat, mais le signataire sera forcément différent au bout de la 6e année, pour que ce ne soit pas le même qui émette l'opinion. Pour les sociétés non cotées, le commissaire aux comptes qui signe peut rester sur un laps de temps pendant... ça dépend du renouvellement, mais on peut rester 24 ans au sein d'une même entité, par exemple. Et puisque nous arrivons au terme de l'émission, quel lien avez-vous ou devez-vous continuer à avoir avec la compagnie nationale des commissaires aux comptes ? Quel lien ? On a un lien qui est très fort, puisqu'on a une obligation de formation, donc avec la compagnie. Vous formez ceux qui arrivent. Alors, nous, en tant que commissaire aux comptes, on a obligation d'avoir un certain nombre d'heures de formation par an. Ah, d'accord. Donc, on a un catalogue de formation par la compagnie nationale des commissaires aux comptes qui nous offre tout un catalogue de formations qu'on doit choisir, mais on a une obligation d'aller se former. D'accord. Je crois que c'est 120 heures tous les 3 ans, donc 40 heures par année à peu près, même si on peut faire beaucoup plus, hein. Oui. On a aussi pas mal de conférences, puisque c'est un métier qui évolue beaucoup, donc on est en fort lien avec la compagnie, qui nous informe des sujets aussi réglementaires. Quelles sont les choses qu'on va devoir contrôler à l'avenir, puisqu'il y a des nouvelles lois qui sont parues européennes, comment on va faire concrètement. Et ensuite, il y a des groupes de travail, on peut faire partie de groupes de travail, justement. Les commissaires aux comptes se forment par groupe de travail de spécialité, et ensuite, pour pouvoir trouver des solutions pratiques à des règles par exemple européennes, et qui nous partagent par la suite. Donc il y a un fort lien avec la compagnie. Et dernière question, parce que nous arrivons au terme, c'est un métier qui paraît quand même très sérieux, qui repose sur des choses tangibles et extrêmement rigoureuses. Y a-t-il encore la place pour l'humour ? Ah, bien sûr. Quand vous contrôlez l'entreprise, y a-t-il des moments vraiment... Ah, bien sûr, c'est un métier où on crée beaucoup de liens amicaux, puisqu'on peut partir en déplacement, comme vous dites, dans des équipes à 6 ou 7, et on se retrouve le soir en province, puisque les entités, elles peuvent être dans des trous perdus, hein. Vous pouvez vous retrouver au fin fond de la Bretagne, que j'aime beaucoup quand même, hein, mais moi qui suis à Paris, la Bretagne c'est quand même loin, mais on peut aller en Franche-Comté, on peut se retrouver dans des endroits divers et variés, et le soir, on se retrouve en équipe, on partage un repas, on partage des bons moments, et donc évidemment qu'il y a de la place pour l'échange. Et avec l'entreprise aussi, c'est très important de partager des moments avec la société, puisque c'est des moments où on peut encore échanger sur d'autres domaines, mieux comprendre aussi les personnes qu'on a en face de nous, ce qui leur permettre aussi de ne pas avoir cette appréhension, parce qu'il n'y a pas d'appréhension à avoir avec nous, et d'avoir un échange plus libre. Voilà. Merci beaucoup, Sidonie. Merci à vous.